En 1839, en août, si ma mémoire est bonne, un homme présente à l'Académie des sciences une plaque de cuivre argenté. Sur cette plaque, il y a une image. Pas un dessin, pas une peinture, une empreinte du réel lui-même. Capturée par la lumière elle-même. Ce jour-là, le monde bascule, mais personne ne le sait encore. Aujourd'hui, on produit, l'humanité, là, à environ 1,4 trillion de photographies par an. Ça représente 44 000 images par seconde, donc imaginez déjà ce qui a été produit le temps que cette vidéo démarre. Et pendant ce temps-là, on est passé de pauses qui duraient 8 heures à des IA qui génèrent des images de gens qui n'existent même pas en quelques secondes. Comment on en est arrivé là, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo dure moins de 20 minutes, mais comme je l'ai écrite et que je saurai qu'une fois qu'elle est montée, ce sera la surprise. Et on va un peu ensemble retracer cette histoire des premiers bidouilleurs du 19e siècle jusqu'aux algorithmes de notre époque. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris pourquoi la photographie est une bataille, à la fois technique, judiciaire, artistique et même philosophique. On y va. L'histoire commence dans un petit village de Bourgogne appelé Saint-Loup-de-Varennes. Un homme de bonne famille, Nicéphore Niepce, qui a quand même un nom super classe faut le dire, se fait chier comme un rat mort et commence à adorer une technique qu'on appelle la lithographie qui fait fureur à cette époque, donc autour de 1813. Le problème, c'est que ce brave Nicéphore, et encore une fois son prénom déchire, ne sait pas dessiner. Et il dit tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas ça avec la lumière elle-même ? En 1827, Nicéphore, après des années d'expérimentation, réussit l'impossible, fixer une image sur une plaque qui contient du bitume de Judée, avec une exposition qui durera environ 8 heures, c'est la fameuse image point de vue du gras que tout le monde connaît. Le résultat, c'est une image floue, granuleuse, où on distingue à peine les bâtiments, parce que la pause a duré 8 heures et qu'évidemment le soleil a bougé, donc l'éclairage est bizarre, et qui surtout ne tient pas dans la durée. En fait, elle est très bien conservée actuellement, et parce qu'on utilise des techniques spéciales, mais elle se dégraderait très très vite à l'air libre. C'est révolutionnaire, c'est la première photographie dont on a trace. Nicéphore appelle sous processus l'héliographie, du grec hélios qui signifie le soleil, écrire avec le soleil, c'est ce qu'il a souhaité faire. Mais ça, le côté graphie, photographie, écrire avec la lumière, on en reparlera dans un autre contenu une autre fois, j'ai des choses à vous dire. Niepce, il a quand même un petit problème avec sa technique. On va pas se cacher que 8 heures de pause, c'est un peu beaucoup. En 1829, il s'associe donc avec un homme d'affaires, peintre de décors de théâtre, le bien nommé Daguerre. Daguerre, c'est l'opposé de Nicéphore Niepce. C'est pas du tout un scientifique, c'est plutôt ce qu'on appelle un marketeur maintenant, aujourd'hui. Un mec qui va créer des inventions, qui va créer des attractions, notamment par exemple les dioramas à Paris, un spectacle avec des boules, des lumières, etc. C'était assez révolutionnaire pour l'époque. Et ils sont vraiment diamétralement opposés. C'est ce qui intéresse Daguerre, c'est le spectacle, le sensationnalisme, ce genre de choses. Les deux hommes travaillent ensemble, échangent leurs procédés, sauf que malheureusement, en 1833, Niepce meurt, sans avoir vu le fruit de ses recherches, et c'est là que les choses prennent un tournant un petit peu bizarre, amer. J'ai lu ce livre pour préparer cette vidéo, que je vous conseille, je mets le lien dans la description, et c'est à ce moment-là que l'histoire est un peu floue, sans mauvais jeu de mots. Si, c'est quand même un mauvais jeu de mots. Donc Daguerre continue seul, il abandonne le bitume de Judée de Niepce pour un nouveau procédé. Alors c'est un peu technique, donc je lis mes notes parce que sinon je vais la répéter 37 fois. Il utilise une plaque de cuivre recouverte d'argent, exposée à des vapeurs d'iode, puis développée aux vapeurs de mercure. C'est là que je me dis que j'aurais dû sortir le prompteur. Le résultat est stupéfiant, on a des images extrêmement nettes, et surtout avec un temps de pause de quelques minutes, donc c'est utilisable à l'époque, et ça, la technologie est là quoi. Et là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'il appelle son invention le daguerréotype, de son nom Daguerre, et pas le Niepce-type, du nom du type qui justement l'a aidé à faire ça. Et c'est ça la zone d'ombre, c'est qu'on sait pas comment Daguerre a fait ça. Daguerre, c'est pas un scientifique, dans l'esprit en fait, je vous dis, il a pas de culture scientifique, c'est un homme de théâtre, un homme de spectacle, etc. Et on sait pas comment il a fait. On sait pas s'il a réutilisé des travaux, si c'est des gens, c'est mystérieux. Et j'ai l'impression de reprendre l'expression d'un youtubeur bien plus jeune que moi, démarre le festival des dingueries. En août, donc le 19 août 1839, François Arago, qui est un physicien, présente le procédé à l'Académie des sciences et à l'Académie des beaux-arts. C'est deux trucs différents, c'est pas une qui fait les deux, c'est deux trucs différents. Évidemment, tout le monde est stupéfait, il faut se dire qu'à l'époque, y a plein de gens qui n'avaient jamais vu leur visage de leur vie, ça existait, quand vous alliez à la campagne à l'époque, les miroirs coûtaient extrêmement cher, donc il y a des gens qui n'ont jamais vu leur propre visage ailleurs que dans des flaques d'eau, faut se rendre compte un peu de ça, hein, on vit dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, où les gens, certains n'ont même pas idée d'à quoi il ressemble, c'est possible désormais de fixer son image et de la contempler, de la montrer à quelqu'un, de la diffuser, etc. C'est une folie absolue, c'est l'événement de l'année. Et encore plus incroyable, la France rachète les droits à Daguerre, donc il lui file une rente, je crois, quelque chose comme ça. Il rachète les droits à Daguerre et le rend public, donc l'offre remonte, c'est-à-dire que la technologie n'est pas brevetée. Tout le monde, grâce à l'achat de la France, à notre pays, hein, c'est nous, hein, voilà, tout le monde peut faire des daguerréotypes. C'est complètement fou. Et c'est aussi une leçon un peu amère, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de choses au niveau des inventions, et notamment par exemple de la participation des femmes à plein de sujets, notamment le code, l'infotographie, plein de choses qui sont invisibilisées. C'est pas nécessairement celui qui invente qui est retenu par l'histoire, mais plutôt celui qui communique le mieux, et en l'occurrence, clairement, c'était Daguerre.
Mais l'histoire est encore plus compliquée. Il y a une bataille qui existe entre la France et l'Angleterre dont on n'a pas vraiment conscience à l'époque parce que les deux histoires se déroulent en parallèle. Outre-Atlantique, on a Henry Fox Talbot. Henry Fox Talbot, c'est l'opposé encore de Niepce et de Daguerre, il vient pas du tout du même monde. Lui, c'est un aristocrate, enfin c'est quelqu'un qui fait partie de la bourgeoisie, qui s'emmerde un peu, on va pas se mentir. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il épouse une femme à l'époque, voilà, et ils partent faire ce qu'on appelait le grand tour, donc ils se baladent dans toute l'Europe, lune de miel, tout ça, tout le tintouin, pendant assez longtemps, je crois plusieurs mois, voire une année. Vers 1834, ils commencent à travailler sur ce processus-là. Et en fait, l'histoire part du fait que, un peu comme du dessin, comme Niepce, il part en voyage, je crois que c'est en Italie qu'il a ce truc-là. Il a sa caméra obscura, je vous emmène ici. Une caméra obscura à la base, donc la chambre sombre, qui est le principe de base de l'appareil photo mais sans fixation, permettait aux gens de mettre la caméra obscura devant quelque chose, imaginons une montagne, ça reprojetait l'image sur une plaque, on mettait le dessin, on pouvait dessiner et refaire des dessins comme ça. Et c'est comme ça que Talbot lui se dit, ce serait vachement bien d'avoir le même truc mais de pouvoir figer le dessin. Donc en fait le prototype, l'idée de l'appareil photo lui vient à l'esprit, mais il va utiliser un process qui est radicalement différent de ce que vont faire Niepce et Daguerre, qui sont des tirages uniques. Vous me voyez venir, et là j'ai besoin de mes notes parce que, attention, on va débiter du terme scientifique. Lui, au lieu d'utiliser du métal, il utilise un papier qui est enduit de chlorure d'argent. On y vient. Et le résultat, c'est une image négative où les zones claires apparaissent sombres et vice versa. Vous voyez venir le truc. L'intérêt, c'est que lui invente le procédé négatif-positif qui sera la base de la photographie argentique, qui va perdurer et qui permet de faire des copies des images multiples, d'où le graphie. Graphie, ça vient de ça, lithographie, c'est parce qu'on peut copier avec de la pierre, ça vient de là à la base. On en reparlera une autre fois. Alors, la qualité est un peu moins bien que celle de Daguerre, les images sont moins stupéfiantes, mais on peut les reproduire, et du coup, lui, il appelle son procédé le calotype, pour kalos en grec qui veut dire beau, parce que juste il trouvait ça stylé. Donc il fait breveter ça en 1841, et ça s'oppose au tirage unique de Daguerre. Donc moins quali, mais on peut en faire des copies. Et évidemment, toute la photographie du XXe siècle part quand même plutôt de l'invention de Talbot. Ce que va permettre Daguerre, c'est une popularisation instantanée et internationale de la photographie. Et d'ailleurs, il y a des photographes qui s'installent dans les années suivantes déjà aux États-Unis, etc. Le procédé voyage très vite beaucoup du fait d'être libre de droit, tout le monde peut devenir daguerréotypiste. Mais le fondement de la photographie, c'est Talbot. Point pour les Anglais, je suis fair play. Je vous mets un petit portrait à l'écran de Charles Baudelaire par Nadar, parce que c'est assez cool. En gros, c'est pour l'anecdote, mais c'est marrant, c'est que Charles Baudelaire a détesté la photographie, il l'a méprisée dès le départ. Il y a une citation un peu connue de lui que je vous affiche à l'écran, que je vais faire de tête de façon dégueulasse, mais ça dit que... Il dit que quand la photographie est arrivée, tout le monde s'est précipité comme un seul narcisse pour contempler son reflet dans une image d'argent, une plaque, un truc comme ça, pour se moquer de la vanité pure des gens. Et c'est pareil, en 1859, il publie sa critique du salon dans lequel il détruit la photographie. Ces mots sont très violents, il dit « Si l'on permet à la photographie de suppléer l'art dans quelques-unes de ses fonctions, elle l'aura bientôt supplanté ou corrompu tout à fait. » Pour Baudelaire, l'art doit exprimer l'imagination, le rêve, l'invisible. Pour lui, la photographie, c'est une simple servante des arts, peut-être juste de la science, c'est mécanique, ça reproduit le réel, mais ça s'arrête strictement là. Ce qui rend Baudelaire furieux, en fait, c'est le succès populaire de la photographie où tous les bourgeois vont se faire tirer le portrait et s'admirer chez les daguerréotypistes. La vérité de la photographie devient l'idéal dans l'imaginaire des gens, et ça pour lui c'est un peu la mort de l'imaginaire. On n'interprète plus les portraits, les gens on les représente plus, c'est vraiment le contact du réel de la photographie qui devient ce que veut tout le monde, et on perd une forme de charme. Peut-être un peu, il a peut-être un peu raison. Ironiquement, et c'est pour ça que je vous ai montré la photo au début, c'est que Baudelaire finira par se faire tirer lui aussi le portrait et se faire prendre en photo par Nadar, qui est un des photographes les plus fameux de son époque et qui est resté jusqu'à nos jours assez connu par rapport à d'autres qui sont un peu tombés dans l'oubli. Genre, si je vous parle de Disdéry, ça vous dira rien, mais Nadar, il reste un peu connu. Et ce débat de photographie, art versus simple technique, ça va hanter la photographie pendant 150 ans. Pour moi, je dirais qu'on en sort dans les années 70-80, mais je pense que le débat est encore ouvert aujourd'hui, en vrai. Pas pour nous les photographes qui avons un peu de culture, nous on sait, mais je pense que dans la culture populaire et dans la vision populaire de la photographie des gens, c'est pas tout à fait terminé. Ensuite, mes petits potes, c'est le boom. En gros, pendant la seconde moitié du 19e siècle, donc 1850 à 1900, la technique elle évolue extrêmement vite. Tout d'abord, le daguerréotype il est remplacé par le collodion humide qui permet une pause de quelques minutes à quelques secondes, donc on change vraiment la façon qu'on a de faire des photographies, c'est beaucoup plus rapide. Et surtout en 1880, il y a le petit format qui apparaît, un appareil plus simple à utiliser et qui permet aux amateurs de s'intéresser à la photographie. Il n'y a plus besoin d'être daguerréotypiste, d'avoir plein de matos, c'est le Brownie, je crois, c'est à peu près ça, de Kodak. Donc les amateurs débarquent et ils sont très nombreux. Et justement, et ça c'est super intéressant parce que la façon dont on fait des photographies aujourd'hui est encore marquée par ce que je vais vous dire là tout de suite. Ces amateurs, vous êtes au courant qu'ils n'avaient pas internet. Donc pour apprendre la photographie, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent avec des gens qui savent, qui leur expliquent comment on fait la technique. Et c'est comme ça qu'on fonde les clubs photo, et c'est pour ça qu'il y a cette culture technique dans le club photo, parce que
Ça a été fondé pour ça à la base, ça a été fondé pour être un lieu, alors en partie on va voir, mais ça a été fondé pour être un lieu où on apprenait la technique à une époque où il n'y avait pas internet, il n'y avait pas encore tous les bouquins, il n'y avait pas encore de documentation sur le sujet. La seule façon de progresser c'était ça, et les clubs photo, ça change de génération en génération, les anciens sont remplacés par les nouveaux, etc. Et cette culture a vraiment imprégné les clubs parce qu'ils ont été fondés pour ça. Donc il y en a eu plein, et encore une fois, vraiment j'ai eu une dure journée, donc je sors mes notes. Pour vous donner une idée, le Camera Club de New York c'est 1884, le Photoclub de Paris c'est 1888 et le Linked Ring à Londres c'est 1892, donc on est vraiment au tournant du siècle. Et ils ont aussi pour but de prouver que la photographie est un art. Je vous mets un lien là, hop, quelque part vers la vidéo de Julia sur l'impressionnisme qui rentre plus en détail sur le sujet, nous on va l'évoquer rapidement. Mais en gros, de 1890 à 1914, c'était tout un mouvement qui a pour but de prouver que la photographie peut être un art, un mouvement artistique du coup par définition, qui s'appelle le pictorialisme. Le terme il est débile, ça vient juste de picture en anglais, et le but c'est de faire des images qui ressemblent à des peintures. Voilà, c'est le truc. Et pour faire ça, ils vont utiliser deux choses, alors des sujets un peu nobles, des nus, des paysages brumeux, le genre de sujet qui est traité d'habitude par la peinture, et aussi des techniques qui vont un peu flouter l'image, le rendre moins chirurgical et donc dans leur esprit plus artistique. Pareil, je prends mes notes parce que je vais jamais m'en souvenir, la gomme bichromatée et le platinotype. Quelque part, le pictorialisme, c'est la réponse à Baudelaire. Baudelaire, il dit « c'est pas de l'art, c'est trop précis », les pictorialistes, ils font « Pemache, c'est faire du flou ». Comme ça que ça se passe. Et ça a même une influence majeure parce qu'aux États-Unis, il y a Alfred Stieglitz qui va créer ce qu'on appelle la photosession, c'est un autre mouvement artistique en 1902, et il va aussi créer le magazine Camera Work, qui est l'un des premiers magazines photo, je pense que c'est même le premier, c'est une revue plutôt à l'époque, voilà, mais qui est une bible de l'époque, de tous ces essais artistiques du tout début du XXe siècle. Et ce qui est paradoxal, et ce qui est aussi très très cool, c'est que Stieglitz, il a une galerie qui s'appelle 291 à New York, dans rapport au numéro où elle est dans la rue, pourquoi pas. Et en fait, il va exposer plein d'artistes, Picasso, Brancusi, tout ça, des gars connus de son époque, et en exposant tout ça, il comprend que la photographie, elle n'a pas besoin d'imiter la peinture pour être un art, elle peut trouver son propre chemin. Et ça tue un peu le pictorialisme qui avait pour but d'imiter la peinture, où il se dit, ouais ok, en fait, c'est pas la bonne voie, il se détache de ça, et ça arrête le mouvement. Et donc, on arrive au XXe siècle, et le XXe siècle, c'est la débandade. La photographie devient the média de masse. C'est comme ça qu'on diffuse l'information sur toute la planète, et ça devient le média le plus important, jusqu'à l'émergence de la télévision, évidemment, dans les années 60, mais n'allons pas trop vite. Et ça vient de deux avancées technologiques. L'amélioration de la simili-gravure, ça s'appelle. Je me serais tapé tous les noms techniques possibles dans cette vidéo, je serais tranquille pour jusqu'à la fin des temps. Mais en gros, c'est la technique qui permet d'imprimer dans les journaux, parce qu'avant on pouvait pas le faire, mais une fois qu'on peut imprimer des photographies facilement dans les journaux, complètement la fête. On peut illustrer les journaux d'images, les diffuser partout, tout le monde voit les mêmes choses, c'est trop bien. Et la deuxième révolution technique, et ça, je peux pas leur enlever, c'est cool, c'est Leica qui invente un appareil 35 mm, où avant on était sur de la pellicule 120 plutôt, ou des plaques, du 4.5, etc., enfin des trucs plus grands, voilà, qui invente le 35 mm, qui est le petit format d'écrit un peu nul à l'époque, comme la PSC maintenant, mais c'est pas grave. Et donc ils inventent ça en ayant l'idée de mettre un rouleau qui contient de la pellicule de ciné, en fait c'est le même format avec les perforations dans un appareil photo, qui défile devant l'objectif et qui permet de charger plus d'images, plus petites. Ça va lancer plein de mouvements artistiques parce qu'en fait, du fait d'avoir un Leica qui est tout petit, on peut changer les angles de vue, on est plus rigide, on est plus obligé de shooter avec des trépieds, donc ça libère énormément la photographie, ça permet d'avoir des appareils plus petits, plus faciles à transporter, ça lance le photojournalisme, c'est vraiment aussi une invention absolument majeure. Et ça va donner des gars dont vous avez peut-être rapidement entendu parler, du style Henri Cartier-Bresson. Je vous mets un lien sous la vidéo parce que j'ai dû faire 37 articles sur Cartier-Bresson, donc on va pas s'étaler sur le sujet ici. Évidemment, le XXe siècle, c'est aussi l'époque des agences, il y en a plein, il y en a eu en France, aux États-Unis, machin partout. Et je vais pas commencer à citer un peu les trucs parce que ça va être une liste à l'après-vert un peu horrible, on va juste parler de la plus connue qui est l'agence Magnum, parce que ça a été un des fondements du photojournalisme du XXe jusqu'à temps que ça devienne plutôt une usine à NFT et à workshop, mais bref. Magnum s'est fondé en 1947 par, de mémoire, Robert Capa, Roger, Seymour et Cartier-Bresson qui fondent ça, et ça s'appelle un Magnum parce qu'ils sabrent un Magnum de champagne pour fêter l'ouverture, enfin la création de Magnum. Du bol qui s'est prouvé un Nabucodonosor ou une villageoise, parce que ce serait appelé villageoise, ça aurait pas été ouf, quoi. Et en fait, ce qui est hyper bien avec Magnum dans la conception, et ce qui est aussi une révolution pour l'époque, nous ça nous paraît simple, tout ça est évident, mais à l'époque c'est la folie. Avant, les photographes étaient des employés des magazines, et vendaient leurs images, les magazines récupéraient négatifs, fin de l'histoire, on a acheté ça, c'est à nous, voilà, et ils avaient du mal à garder la main sur leur production, et donc encore plus à avoir une production personnelle et artistique, et à pouvoir jouer sur les deux cases. Ce que fait Magnum, c'est qu'en fait,
photographes possèdent les négatifs, ils vendent des copies aux magazines, simplement, des droits d'usage, mais c'est tout. Et du coup, ils restent maîtres de leur production, et ça change, ça révolutionne aussi la photographie. Et tout ça, c'est l'âge d'or du photojournalisme, hein. Vraiment, je vous parlais de trucs que vous allez connaître, mais des magazines comme Life ou Paris Match. Donc Life s'est fondé en 1936 et Paris Match en 1949. Ils vont vraiment placer l'image et le reportage de l'image au centre de leur magazine, et c'est un peu les fleurons, mais il y en a eu plein du développement de la photographie, où c'est le média mainstream. Comme peut-être sont maintenant chez nous Internet, les vidéos YouTube, les Reels, tout ça, tout ce qui est vidéo virale sur les smartphones, c'est un peu ça à notre époque. À l'époque, c'est la photo, quoi. C'est la photo dans les magazines, c'est une image placée dans Life, fait le tour de la planète. Et tout va basculer, encore une fois, en 1975, à cause d'un type qui s'appelle Steven Sasson et qui travaille chez Kodak. L'image fait à l'époque 0,01 mégapixels, donc on n'est pas sur un truc de folie, et il faut 23 secondes pour enregistrer une image sur une cassette numérique. Pas ouf non plus. Et c'est là que c'est presque hilarant, quelque part. Mais avant ça, je vais vous raconter une autre anecdote historique hilarante, un peu marrante, pour que vous compreniez le move, parce que c'est un peu le même. C'est Leica qui invente l'autofocus, et Leica vend le procédé de mémoire à Minolta, en disant « Nous, on n'a pas besoin de ça, nos photographes savent faire la mise au point avec nos appareils. » Alors, Leica existe encore aujourd'hui, mais à des parts de marché réduites, notamment parce que les gens veulent du confort et de l'autofocus. Je rentre pas dans les détails, mais les professionnels n'ont pas le temps de s'emmerder avec ça, et plutôt des marques comme Sony, Canon, Nikon qui ont des autofocus très performantes, qui marchent bien, et qui a bouffé des parts de Leica grâce à ça. Ça c'est marrant. Du coup ils sont obligés de rester sur une position de niche, tout ça, voilà. Mais on a la même chose avec Kodak. Kodak enterre le projet, ils se disent ouais, le numérique, ça marchera jamais, c'est de la merde. Faut se rendre compte qu'à l'époque, Kodak, c'est des usines monstrueuses en taille aux États-Unis. Il y a des villes, j'ai oublié le nom, mais il y a une ville aux États-Unis où il y avait une immense usine Kodak et ça faisait vivre la ville, quoi. Comme nous, chez nous, il y avait de l'industrie dans certaines régions de France, etc., où les usines faisaient vivre plein de régions, c'est un peu la même chose, c'est monstrueux. Kodak, faut savoir qu'à son apogée, c'était des kilomètres de films qui sortaient de l'usine tous les jours. J'avais vu le chiffre, je l'ai oublié, mais c'est monstrueux. Et Kodak va faire faillite en 2012 à cause de l'invention qu'eux-mêmes ont faite avant les autres, mais n'ont pas su exploiter. Et ça, c'est magnifique comme coup du sort. Après, ça aura été démantelé, il y a encore des branches de Kodak qui font du film, tout ça, mais ils ont dû se restructurer, se refinancer, parce que quand on passe d'une production monstrueuse à rien, il faut vendre les usines, les gens, tout est trop grand par rapport à la taille, il faut réapprendre à faire plus petit, enfin, catastrophe. Ils existent encore aujourd'hui, en plein de briques différentes, je sais pas le détail, mais dommage quoi. Dommage. Bon, après, c'est une époque où si vous me regardez, vous l'avez un peu vécu, le numérique, depuis l'invention de Sasson, Steven Sasson, il va mettre 25 ans à décoller, et au début des années 2000, c'est l'ouragan. C'est l'ouragan. Donc, au début des années 2000, émergence du compact. On a tous des petits appareils photo compacts qui restent de cette époque-là chez nous. Tout le monde en a, il y en a partout. Le film se pète la gueule et tout le monde veut ces petits appareils qui permettent de faire autant d'images qu'on veut. Et ça, c'est la folie en fait. On n'a plus de coût à l'image. Le coût de production d'une image s'effondre. Incroyable. Enfin, voilà, au début, que j'ai commencé cette vidéo, on faisait des pauses de 8 heures, maintenant on peut en faire à l'infini avec un appareil, donc évidemment que les gens veulent acheter ça. Et à mon avis, ensuite, il y a deux autres grosses étapes qui finissent de faire de la photographie un truc mainstream que la planète entière fait tous les jours à partir d'une invention d'un type qui savait juste pas dessiner, ce qui est fou. 2007, l'iPhone. L'iPhone regroupe plusieurs appareils en un. C'est votre calculatrice, c'est votre mail, tout ça, voilà. Et notamment, il embarque un appareil photo, et à partir de ce moment-là, tous les gens ont un appareil photo dans la poche. Révolution aussi, il n'y a plus besoin d'avoir un compact familial qu'on prend aux anniversaires, tout ça. Tout le monde a un appareil photo sur soi. Tout le monde est équipé. C'est fou. Et la révolution ensuite, pour moi, alors, on pourrait le placer autrement en termes de date et choisir un autre machin. Je dirais que c'est plutôt 2010 Instagram, où on a une plateforme mondiale de partage d'images qui est encore plus développée maintenant avec Meta. On aurait pu être dans les premiers Flickr, ce genre de truc, ou peut-être MySpace, on a commencé à partager de l'image, machin, mais pour moi, là où ça devient absolument mainstream, c'est l'émergence d'Instagram, et le réseau social de l'image maintenant, c'est Instagram. Alors oui, ça va faire bondir les gens, parce que par rapport aux Reels, par rapport aux stories, tout ça, les images, elles ont des vues dégueulasses, on le sait, ça nous fait chier, mais ça a été le plus gros moteur de diffusion de l'image ces dernières années. Dernière petite date à caler là, ce serait 2015, parce qu'en gros, en 2015, les ventes de smartphones sont tellement importantes que plus personne n'achète des compacts, plus personne n'achète des appareils entrée de gamme, ce qui pose deux problèmes déjà. Pour l'économie des marques, parce que des marques comme Canon par exemple vivaient avec des appareils comme les 450D, 550D, tout ça, c'est des appareils qui sont extrêmement bien, qui étaient très rentables, qui apportaient du cash et qui permettaient de développer les appareils professionnels. Ça, cette branche-là se pète la gueule, du coup, pour ces marques-là, il reste que le marché des amateurs avancés et des pros
qui est plus petit, donc les prix montent. Et il y a un autre effet pour un peu nous, les créateurs de contenu, tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achetaient un petit appareil photo pour un anniversaire, un mariage, un truc comme ça, un voyage de noces, un cadeau, se prenaient au goût du truc, s'intéressaient à la photographie et rejoignaient les gens rendent la photographie. Et cette source-là d'entrée dans la photographie se pète la gueule à ce moment-là. À partir du moment où tout le monde a un smartphone dans la poche, il y en a plein qui restent dessus. On vit une période trouble, je sais pas trop où on est. Je dirais qu'il y en a pas mal de gens qui reviennent par l'argentique maintenant. Le souci du retour à un truc plus réel, plus concret qu'un smartphone, tout ça, et un peu l'envie de sortir des réseaux et du numérique. C'est une interprétation de ma part, c'est pas un fait historique, mais voilà. Est-ce que cette vidéo fait vraiment moins de 20 minutes? J'en suis pas sûr du tout là. Et donc, dernière partie, et qu'on soit très clair, on va pas parler de photographie. L'intelligence artificielle permet de créer des images photoréalistes. Donc ça peut pas être de la photographie, parce que dans l'histoire de la photographie, ce qui est commun à toutes les images jamais produites, c'est le contact avec le réel. Roland Barthes, tout ça, je mets un lien, je rentre pas dans le détail. Mais donc, contact avec le réel, l'IA n'en a aucun en fait. Elle n'a pas de contact avec le réel, elle fait pas de photographie, elle l'invente par rapport à ce qu'elle connaît. Pourquoi j'en parle dans une vidéo sur l'histoire de la photographie alors que ce n'est pas de la photographie? Parce que en fait ça a brisé un peu ce que disait Baudelaire. Ça a brisé ce que disait Baudelaire. Baudelaire disait voilà, c'est une reproduction mécanique du réel, et il y avait cette valeur qu'on a mise pendant quasi 2 siècles dans la photographie comme preuve tangible de ce qui s'était passé, et depuis 3 ans, 4 ans, ça s'est complètement pété la gueule et ça n'existe plus. Oui, il y avait eu des trucages, etc., du Photoshop, machin, ça existait. Je vous apprends rien. On pouvait trafiquer des images avant. Mais inventer complètement des choses crédibles et les diffuser en masse à une telle vitesse, à une telle accessibilité et sans compétence, que Photoshop, il faut savoir s'en servir, c'est du jamais vu. Et la photographie vient de perdre, et je sais pas quelles conséquences ça aura, son statut de preuve du réel, ce qui en restait. Après, il y a quand même des petites intrigations entre l'IA et la photo, notamment sur tout ce qui est amélioration d'image, rajouter un peu de flou, faciliter de la retouche sur certains trucs, changer des lumières, tout ça. Ça peut aider aussi, mais ça a quand même eu cette conséquence-là que je viens d'évoquer. Je dis juste ça pour pas recevoir un mail de quelqu'un qui va me dire « Oui, mais quand même, c'est sympa de temps en temps l'IA. » Oui, mais c'est pas tout le sujet. Nicéphore Niepce, Daguerre, le pictorialisme, Kodak, l'IA, le numérique. La photographie en 200 ans, elle a muté plus vite que n'importe quel autre art. La peinture, ça a des milliers d'années, la photographie en 200 ans, et ça tapait des étapes incroyables. Mais au fond, la question qui se pose depuis 1839, elle n'a pas trop changé. C'est quoi une image? Une preuve du réel? Une création artistique? Un moyen de communication? Une preuve? Un mensonge? Chaque génération a dû répondre à cette question, et maintenant je pense que c'est notre tour. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. Mettez un petit pouce bleu, pensez à la liker, la partager, commenter, tout ça, ça soutient la chaîne. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ah, et je parle pas d'histoire de la photo, mais ça vous aidera à être plus créatif aussi. 10 outils indispensables pour votre projet photo. Ça vous aidera beaucoup, j'espère. S'il était complètement nul, envoyez-moi un message et dites-le moi, j'en referai un autre. Moi je vous dis à dans 15 jours, prenez soin de vous. Salut! Et oui, je sais, je viens de finir de tourner, et vraisemblablement elle fait pas 20 minutes. Et j'aurais probablement aussi changé le titre, donc en fait je dis ça, mais vous vous attendez pas à ce qu'elle fasse 20 minutes. Voilà. Salut!